Bonjour Jean Musetelli. Bonjour. Je prononce votre nom à l'italienne parce que, tout en étant bien français, ayant fait une carrière aussi bien dans l'administration française, la haute administration, que dans la diplomatie, vous n'avez jamais complètement coupé les liens avec l'Italie. Vous-même êtes né dans une famille d'immigrés, si on peut appeler ça comme ça, mais je pense que ça correspond à la réalité. Et donc, toujours dans l'idée de garder ce lien avec l'Italie, vous avez fait des études, vous êtes agrégé d'italien, vous avez même enseigné, je crois, pendant un certain temps. Oui, 4-5 ans, début de carrière. Et ensuite, vous avez obliqué vers une carrière dans la haute administration et une carrière diplomatique. Vous avez été le porte-parole de la présidence de la République sous la présidence de Mitterrand, de François Mitterrand. Ensuite, vous avez été nommé ambassadeur auprès de l'UNESCO. Et puis vous êtes au Conseil d'État, n'est-ce pas? Donc finalement c'est une... Mais, je répète encore une fois, ces liens avec l'Italie, vous ne les avez jamais tranchés. Alors pendant plusieurs années, et encore maintenant, vous présidez une association prestigieuse qui s'appelle l'Association Italique, qui organise des colloques, qui publie des livres et qui s'intéresse principalement aux échanges entre la France et l'Italie, et un peu aussi entre la Belgique et l'Italie, je crois. Voilà. Et puis, maintenant, depuis un peu plus d'un an, vous êtes président du comité de Paris de la Società Dante Alighieri, que notre public connaît bien. Et voilà. Alors, cette interview, on aurait dû la réaliser au moment de votre entrée en fonction. Malheureusement, ça a été une année un peu particulière et même assez difficile, parce que depuis votre arrivée à la présidence de la Dante Alighieri, il y a eu l'explosion du Covid, il y a eu le confinement, il y a eu toutes sortes de restrictions, et finalement, maintenant, ça fait un an que nous attendions de pouvoir réaliser cet entretien, et voilà, nous y sommes enfin. Mais finalement, ce n'est pas plus mal, parce que quand même, pendant cette année, vous avez fait déjà beaucoup de choses. La société Dante Alighieri n'est pas tombée en léthargie, n'a pas été hospitalisée à cause du Covid. Donc l'activité a continué, aussi bien par les cours d'italien que par des conférences, des réunions, des tables rondes. Enfin, nous allons parler de tout ça. Je vais simplement rappeler que le jour de votre élection à la présidence de la Dante Alighieri, on a tenu une assemblée générale, et à laquelle finalement vous avez été élu en absence. Vous n'avez pas pu y assister parce que au moment où vous arriviez sur les lieux, il y a eu un orage vraiment épouvantable et vous étiez trempé. Vous avez été obligé de rentrer chez vous, n'est-ce pas, parce que vous ne pouviez pas participer à une réunion dans cet état, n'est-ce pas? Et alors, quelqu'un a dit à ce moment-là, citant un vieux proverbe italien, Presidente bagnato, Presidente fortunato. Et est-ce que vous estimez que pendant cette année, vous avez été fortunato, vous avez eu de la chance? Très bien. Écoutez, merci, cher Paolo, pour cette présentation. Je voudrais vous dire tout d'abord que je suis très heureux de l'initiative que vous avez prise de me donner la parole devant l'Italia Indiretta. Je voudrais aussi dire à quel point ce que vous faites dans le cadre de cette émission est formidablement positif pour faire connaître au public français ce qu'est la vie culturelle, l'actualité de l'Italie, et ça c'est vraiment très très bien. Et moi, je suis frappé de voir à quel point les Français s'intéressent à leur pays voisin. Je suis vraiment frappé.
je l'ai vu, on va en reparler certainement, mais à l'occasion de toutes les manifestations qui sont organisées pour le 7e centenaire de Dante, c'est formidable. Il y a un bouillonnement, mais vraiment extraordinaire, une curiosité, un engouement qui me ravit, évidemment, parce que, comme vous l'avez dit, l'Italie a énormément compté dans ma vie personnelle, professionnelle, intellectuelle. Vous avez très bien résumé les grandes étapes, mais c'est vrai que, bon, ma famille, on peut dire, est une famille, ma famille paternelle, hein, ma famille paternelle est en effet d'origine bergamasque. Ils sont descendus des montagnes, ces montagnes qui ont donné à l'Italie beaucoup de maçons en particulier. Mon grand-père était maçon et il est venu en France dans les années 20, au moment où, d'une part, il fallait chercher du travail, et puis où, disons, il n'avait pas vraiment de sympathie pour le régime fasciste qui était en place, et qu'il était très heureux de pouvoir le quitter. Donc voilà, ils sont arrivés en France, mais très curieusement, moi je n'ai jamais entendu parler italien, parce qu'ils étaient parfaitement francophones. Ma grand-mère avait été éduquée en partie en Suisse, où déjà son père était émigré à la fin du siècle dernier. Et donc l'italien, je l'ai appris à l'école, comme les petits Français, voilà, avec de mon maître. Donc ça c'est une chose. Et puis, est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est une forme d'héritage? Mais tous mes enfants ont appris l'italien, pratiquement. D'abord parce qu'ils ont eu la chance, j'ai passé 3 années à Rome à l'ambassade entre 1981 et 1984, avec un ambassadeur exceptionnel qui s'appelait Gilles Martinet, que vous avez bien connu. Et qui a été président de la Dante. Voilà, un de mes prédécesseurs illustres à la présidence de la Dante. Donc j'ai passé 3 ans à Rome, donc mes enfants ont effectivement fait une partie de leur scolarité, et même mes 2 derniers ont fait leur premier pas à Rome, puisqu'ils ont vécu jusqu'à leur 3e année. Et par la suite, 2 d'entre eux ont passé l'agrégation d'italien. L'un d'eux a fait une partie de sa carrière en Italie dans le réseau culturel. Et d'ailleurs, mon fils aîné, Christophe, était conseiller culturel à l'ambassade entre 2016 et 2020, jusqu'à l'année dernière. Il a épousé une Romaine de surcroît. Donc tout ça fait que les liens ne se sont jamais distendus. Et par ailleurs, sur le plan des relations intellectuelles, c'est vrai que j'ai toujours trouvé dans la culture italienne une source de plaisir, d'enseignement, de richesse absolument inépuisable. Bon, enfin, je pourrais en parler des heures, mais ce n'est pas l'objet de notre conversation aujourd'hui. Alors, en effet, il se trouve que par un heureux hasard, si je puis dire, quelque chose qui n'était absolument pas programmé, Bruno Racine, qui était président de la Dante après Michele Canonica, qui a occupé cette fonction pendant un bon nombre d'années. Quand Michele Canonica est parti à Rome pour présider, je crois, le comité de Rome de la Dante, c'est Bruno Racine qui lui a succédé. Il se trouve que Bruno Racine est un très vieil ami. On était ensemble à l'ENA. Et non seulement on était ensemble à l'ENA, mais il avait déjà lui aussi un tropisme italien très fort. Et on avait créé à tous les deux une sorte de lobby italophile. Et en particulier, on avait organisé une épreuve particulière sur la crise de l'État italien, ça s'appelait, je me rappelle. Donc avec Bruno, on a eu des relations très anciennes, et lorsque il a dû quitter la présidence de la Dante pour prendre scène à Venise du Palazzo Grassi, heureux homme, il m'a appelé et il m'a dit écoute Jean, moi je dois quitter comme ça de façon imprévue la présidence, est-ce que ça t'intéresserait de me succéder?
Bon, voilà, alors j'ai réfléchi un petit peu, je connaissais bien entendu la Dante, et je la connaissais en particulier parce que j'ai bien connu tous ces présidents successifs. On a parlé de Gilles Martinet, ensuite il y a eu Andréani. Andréani était un ami du Quai d'Orsay, il avait d'ailleurs succédé à Rome comme ambassadeur à Gilles Martinet. Ensuite il y a eu, on l'a dit, Michele Canonica. Et alors ce qui est on peut quand même rappeler que parmi vos prédécesseurs, les deux ambassadeurs qui vous ont précédé à la tête de la Dante Alighieri de Paris avaient chacun épousé une Italienne. Oui. Voilà, aussi bien Gilles Martinet que... Gilles Martinet en particulier avait épousé Iole Buozzi, qui était la fille de Bruno Buozzi, le leader syndicaliste italien antifasciste, assassiné par les nazis juste avant la libération de Rome. Et donc, oui, Gilles Martinet avait épousé une Italienne, et comme il avait connu son épouse dans les années 30, il avait, à travers elle, fréquenté tous les milieux antifascistes des années 30 et connu. Et lorsqu'il est arrivé à Rome comme ambassadeur et qu'il a présenté ses lettres de créance à Pertini, cérémonie des lettres de créance un peu formelle comme ça, Pertini lui a ouvert les bras et lui a dit « Gilles, viens que je t'embrasse ». Voilà. Donc, en effet, bon, je suis d'autant plus honoré de me trouver dans la succession de ces grandes personnalités. Donc, après avoir un petit peu réfléchi, parce qu'il faut dire que maintenant je suis retraité du Conseil d'État, donc j'aspire aussi à jouir un peu du temps disponible qui me reste. Connaissant la Dante et sachant surtout qu'il y avait une équipe très efficace, j'ai accepté d'en prendre la présidence, enfin d'être élu à la présidence. Et cela s'est fait effectivement dans le contexte de la crise sanitaire, donc, qui n'étaient pas les conditions les plus idéales. Mais, et ce que vous avez dit est tout à fait vrai, j'ai constaté d'emblée qu'il y avait là une équipe formidablement motivée, efficace, qui a su faire face aux contraintes et aux complexités liées à la crise sanitaire avec une réactivité, un engagement vraiment formidable. Et là, je dois citer les noms de ces personnes. Alors, d'abord, Roberto Giacone, qui est vice-président exécutif, et ce n'est pas un titre honorifique, hein, je vous prie de croire, hein, il est vraiment au charbon, si je puis dire. Et puis, des personnes comme Simona Frascati, qui est la responsable administrative et pédagogique, ou Valentina Fruglio, qui est responsable des certifications. Et aux côtés de ces deux personnes, qui sont un peu les colonnes portantes de la Dante Alighieri, un groupe de professeurs chargés de l'enseignement, et donc voilà, ils ont vraiment réagi d'une façon extraordinairement positive aux contraintes que nous avons eues, parce qu'il s'agit effectivement pour la Dante, et c'est sa mission statutaire, d'une part d'organiser l'enseignement, et d'autre part de mettre en œuvre un programme d'activités culturelles, de conférences, etc. Et nous avons, je crois, à peu près réussi sur ces deux plans, et par rapport à ces deux objectifs, à maintenir un rythme d'activité normal, on pourra revenir pour le détailler, et à faire en sorte de répondre à la demande et à l'attente de notre public traditionnel. Mais ça a été je pense qu'on peut le dire, ça a été très positif dans la mesure, avant tout, la mesure que le nombre d'élèves qui veulent apprendre l'italien, qui se sont inscrits pour apprendre l'italien, malgré le fait que la plupart des cours, pratiquement tous les cours jusqu'à l'été dernier, aient été faits en vidéo, par Zoom, le nombre n'a pas baissé,
Et au contraire, je crois qu'il a même légèrement augmenté, c'est ce qui est étonnant. Oui, oui, oui. Et en effet, on pouvait craindre légitimement qu'il y ait une chute des inscriptions et de la fréquentation, mais ça n'a pas du tout été le cas. On a tenu notre assemblée générale au mois de juin dernier, on a pu faire le bilan de l'activité des mois précédents et constater avec beaucoup de satisfaction que le niveau des inscriptions était resté très très élevé, et ça c'est important parce qu'il y a une chose qu'il faut dire qui est importante tout de même, c'est que la Dante Alighieri, le comité de Paris, qui a un statut d'association, autofinance complètement son activité. Absolument. Elle ne bénéficie d'aucune subvention. Donc, évidemment, c'est les cours dispensés qui sont la source principale de revenus et qui permettent de rémunérer les professeurs et les responsables administratifs qu'elle emploie. Donc ça s'est très bien passé. Et il n'y a pas de raison que ça ne continue. Les cours ont repris le 4 octobre, il y a une semaine, donc on va enregistrer les inscriptions. Les certifications ont bien marché également. Donc je dirais que pour ce qui est du chapitre de l'enseignement, qui est une des deux missions principales de la Dante, les choses se sont passées au mieux de ce qu'on pouvait espérer compte tenu de circonstances compliquées. Voilà. Mais c'est vrai que ça a demandé un effort d'adaptation à chacun. Et moi, je suis quand même très impressionné par la façon dont les gens ont réagi, avec la volonté de ne pas baisser les bras devant l'adversité, mais de se dire il faut qu'on prenne ça en main et qu'on se donne les moyens de réussir. Et donc puis, ça, je tiens à le dire. Et puis, il y a eu aussi, donc, pendant cette année un peu particulière, c'est le cas de le dire, il y a eu aussi quand même l'activité culturelle, disons, n'a jamais vraiment cessé, parce qu'il y a eu depuis un an, et pendant toute la période du confinement, il y a eu toute une série, bon, moins que d'habitude, si vous voulez, mais toute une série de conférences, de tables rondes, de colloques, enfin donc, et l'Italie en direct elle-même, évidemment, son activité a été très réduite, mais quand même, nous avons réussi, par exemple, à enregistrer une partie de certains colloques, de les diffuser, enfin donc, si vous voulez, et ça, c'est vraiment grâce à vous et à l'équipe, n'est-ce pas, que vous présidez. Bien sûr, bien sûr. Non, et puis, je dirais, il y a un fait particulier. Alors, effectivement, le programme habituel des cycles de conférences culturelles a été parfaitement tenu. Il y a eu un cycle sur Leonardo Sciascia, puisqu'on célébrait le 100e anniversaire de sa naissance. Il y a eu un cycle sur l'art italien. Il y a eu un troisième cycle qui était de Lisa Ginsburg, sur des analyses de moments historiques de l'histoire. Donc tout ça a été parfaitement tenu. Et de surcroît, nous avons, et j'estime moi avoir eu la chance d'arriver au moment du 7e centenaire de la mort de Dante. Et là-dessus, on a eu un programme vraiment très, très dense, avec une conférence par mois, conférences qui nous ont permis d'inviter des grands spécialistes français et italiens de l'œuvre de Dante, à commencer par René de Secati, auteur d'une traduction parue il y a 2 ans. Et puis, nous avons eu comme ça, je ne peux pas tous énumérer, Giulio Ferroni, Luciano Keles, Jean-Louis Poirier, et hier soir, Carlo Ossola, qui est venu juste après la sortie de l'édition dans la Pléiade du volume de la Divine Comédie, dont il a eu la responsabilité d'être le directeur, donc d'organiser l'édition critique,
qui est une édition bilingue, et ça c'est très intéressant, avec le texte original et une traduction qui est la traduction de Jacqueline Risset. Donc tout le monde s'accorde à penser qu'elle est, c'est toujours très difficile de dire elle est meilleure, elle est moins bonne, mais qu'elle est d'une très bonne lisibilité pour un public français. Et ça c'est important, en effet, pour qui? Pour le français non italianisant qui veut s'approcher de l'univers dantesque. Donc là, tout ça a très bien fonctionné. Alors, évidemment, on n'a pas pu tenir ces rencontres en présentiel, comme on dit maintenant, mais on les a faites en visioconférence. Et d'ailleurs, ça a eu pour effet souvent d'élargir le public concerné. On est arrivé jusqu'à avoir plus de 100 personnes qui y assistaient. Donc ça, c'était très positif. Alors un autre événement qui a été très marquant, c'est un concours organisé à l'initiative du consulat général, mais dont l'organisation a été prise en charge à la demande du consulat général par la Dante, qui s'appelait Dante Di, destiné aux jeunes élèves du primaire cours moyen, la partie supérieure, et des collèges et lycées, et dont le thème était Il pianeta e le stelle nella Divina Commedia. Et on demandait aux jeunes élèves italianistes d'un certain nombre d'établissements de plusieurs académies autour de la région parisienne de produire un document qui pouvait être soit audio, soit vidéo, soit un texte accompagné d'illustrations sur ce thème-là. Alors avec des spécifications très précises, ça ne devait pas durer plus de 3 minutes si c'était ça ne devait pas avoir plus de temps de page ou de signes si c'était un texte, etc. Bon, et j'ai participé au jury final où on nous a présenté les résultats et j'ai été vraiment ébloui par ce que des jeunes esprits, entre 10 et 16 ans, avaient pu produire à partir des textes de passages de la Divine Comédie, et à quel point ils avaient été, leur créativité, leur imaginaire avaient été inspirés par ce texte qui n'est pas quand même d'un accès évident. Et ça, j'ai trouvé ça très très bien, et les vainqueurs ont reçu des prix, et en particulier un voyage à Ravenne pour aller assister aux manifestations célébrées dans le lieu où se trouve la tombe de Dante. Donc ça va bien au-delà, je dirais, des conférences qui s'adressent à un public qui est un public de personnes qui ont déjà un certain intérêt, mais voilà, des jeunes qui considèrent un peu Dante comme leurs contemporains, qui s'emparent de ce texte, qui se l'approprient, qui l'assimilent et qui, à partir de ça, vont créer quelque chose. J'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Et il n'y a pas plus dantesque que le thème des étoiles, parce que les 3 chants de la Divine Comédie, les 3 chapitres, disons, l'enfer, le purgatoire et le paradis, se terminent tous les 3 avec un vers où on parle des étoiles. Exactement. Et donc, effectivement, le thème des étoiles... Non, mais cette fascination des jeunes pour la Divine Comédie, je crois que c'est un peu comme ça dans le monde entier. Si on arrive à faire lire la Divine Comédie à des jeunes. Enfin, moi, j'ai eu la chance de connaître personnellement à Hanoï l'auteur de la première traduction de la Divine Comédie en vietnamien, la première traduction traduite directement de l'italien. Parce qu'il y avait d'autres traductions en vietnamien, mais c'était traduit du français. C'est ça, des traductions françaises, parce que, évidemment, n'est-ce pas, le passé colonial, etc. Mais
Et alors ce monsieur me disait qu'il avait, à sa grande surprise, il avait trouvé parmi le public des étudiants, des écoliers et des étudiants, il avait trouvé des enfants, des jeunes fascinés surtout par l'enfer. Moins par... Oui, mais oui. enfin... mais quand même, là, les jeunes dont on parlait, le paradis avec ce côté, précisément, les étoiles, l'éblouissement, l'illumination, toutes ces choses impalpables, manifestement, ça leur parlait. Donc voilà, je pense que... Alors on va terminer, on a encore... 2 conférences qui sont novembre et décembre, qui sont programmées, voilà. Et puis je signale, alors c'est un peu anecdotique par rapport à tout ce qu'on a dit, mais qu'on s'est également employé à faire restaurer la statue de Dante qui se trouve devant le Collège de France. Ça, il faut le souligner. Parce que... Voilà. Et qui est une statue qui a été érigée à la fin du XIXe siècle, en 1890 par là. Une très belle statue, en bronze, mais qui était vraiment dans un très mauvais état, très sale, le bronze était un peu abîmé, tout ça. Alors on est intervenu, moi-même j'ai écrit à la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour lui dire que ce serait bien que, à l'occasion du 7e centenaire, Paris, que Dante avait honoré de pas mal de références, y compris dans la Divine Comédie. On se demande même s'il n'a pas fait un voyage à Paris, mais tout ça n'a jamais été prouvé. Mais en tout cas, il avait pour Paris une profonde révérence parce que c'était un des foyers importants de la philosophie de l'époque. Et donc, dire qu'à l'occasion, à son tour, Paris devait honorer Dante à l'occasion du 7e centenaire. Bon, et la mairie de Paris a donc répondu positivement. La statue a été remise en état. Et il devrait y avoir une inauguration avant la fin de l'année, avec notamment, ça c'est le deuxième élément, c'est pas simplement la qualité de la statue, mais la position d'une plaque, parce que jusqu'à présent, cette statue est anonyme. Donc le visiteur qui passe là devant, il ne sait pas de qui il s'agit. Dante est reconnaissable. Il est reconnaissable, évidemment, quand on a un minimum de connaissances. Mais il se dit qu'il est ce drôle de personnage qui appuie son pied sur la tête d'un... C'est un peu... ça fait un peu peur. Mais donc, voilà, on aura une statue de Dante qui sera enfin... Je crois que la plaque a été financée par le ministère des Affaires étrangères italien. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, l'ambassade d'Italie, l'ambassadrice Teresa Castaldo s'est beaucoup employée pour qu'on puisse effectivement donner suite à cette demande. Et donc... à travers les liens avec la mairie de Paris, les choses vont se faire et on a beaucoup insisté pour que ça se fasse avant la fin de l'année du 7e centenaire. Alors, voilà, c'est peut-être quelques indications sur ce qui va se passer d'ici la fin de l'année et au début de l'année prochaine. Par exemple, il y a quand même 2 cycles de conférences qui... Je crois qu'ils ont déjà commencé ou ils vont commencer en novembre. Pasolini ? Oui. Le cycle de conférences sur le cinéma de Pasolini, c'est Valentina Fruglio qui est en charge de cela, va commencer dans les jours qui... Je crois que la première c'est le 18 novembre en effet. Et ce sera un cycle consacré à la filmographie de Pasolini, dans lequel, au cours de 8 séances, elle va reprendre une dizaine de films qu'elle a sélectionnés et qu'elle présentera et commentera. Donc ça, c'est dans le cadre du centenaire de la naissance de Pasolini, et je pense que on aura également d'autres manifestations, d'autres conférences que l'on va mettre en place. Il y a un deuxième cycle de conférences qui est déjà programmé
et qui sera tenu par Sara Miele et qui concerne les donne nell'arte italiana. Très intéressant sujet, et donc là aussi on aura toute une série d'approches qui vont de Artemisia Gentiles, qui est une des plus connues, jusqu'à Gaia Aulenti. Donc on aura ce cycle de conférences très original. Donc voilà déjà quelques éléments du programme à venir, et puis là encore on va mettre en place d'autres conférences. Et puis, il faut aussi conserver la possibilité de réagir face à des éléments d'actualité qui peuvent nous amener à mettre le projecteur sur tel ou tel événement ou telle personne. Donc, je ne doute pas qu'il y aura matière. Et là encore, compte tenu de l'expérience, moi, j'ai une très grande confiance dans la capacité du comité d'organiser les choses. Et puis, on parle des commémorations, les centenaires, etc. Donc, on a eu Sciascia en 20, on a Pasolini en 21, et en 22, on aura Calvino. Ah oui, c'est vrai, Calvino, qui lui aussi est un peu un symbole des liens entre la France et l'Italie. Il a vécu longtemps en France, à Paris. Bien sûr. Et donc, bien sûr. Je voulais poser une question qui intéressera, je pense, notre public. Comment estimez-vous le niveau de collaboration avec les institutions, disons, italiennes, l'Institut culturel, l'ambassade, le consulat, la Maison de l'Italie, tout ça? Est-ce que ça vous paraît satisfaisant? Vous voulez dire la collaboration de la Dante Alighieri avec ces institutions? Alors, avec la Maison d'Italie, jusqu'à présent, compte tenu du fait que son directeur, Roberto Giacone, est en même temps vice-président exécutif de la Dante, et les choses se passent très bien, et en particulier, la Maison d'Italie, ça ne s'est pas produit cette année en raison, là encore, du fait que les réunions en présence n'étaient pas faciles, mais accueille très souvent des manifestations organisées par la Dante et dans ses locaux, alors que c'est vrai, de ce point de vue-là, les locaux de la Dante sont quand même un petit peu restrictifs par rapport aux possibilités. Il y a le lycée les locaux du lycée italien, mais enfin... Oui, voilà. Donc, avec la Maison d'Italie, ça se passe très bien. Avec l'ambassade, écoutez, moi, je ne peux que me féliciter du rapport que j'ai établi bien avant d'être président de la Dante, et avec l'ambassadrice Teresa Castal, donc qui est vraiment quelqu'un à la fois de passionné par son métier, et de très ouvert et très généreux à l'égard des initiatives qu'on lui a demandé de soutenir. Et je dois aussi mentionner le conseiller culturel Ugo Ciarlatani, oui, qui vient de quitter ses fonctions pour rentrer à Rome. Oui, c'est très dommage parce que que nous regrettons tous, parce que c'est vrai que pendant les 4 années où il a été là, on a eu un interlocuteur formidablement accueillant et opérationnellement efficace. Alors l'Institut culturel italien, bon, là aussi, il y a eu un changement. Oui. Moi, je connaissais très bien Fabio Gambara, qui était un ami. J'ai croisé, mais je n'ai pas encore vraiment rencontré le nouveau directeur, mais je pense que ça va se faire là, dans les semaines qui viennent. Je constate le formidable dynamisme de l'Institut culturel, et là aussi, sa capacité extraordinaire à être une vitrine de la créativité culturelle italienne formidable. Bon, ça c'est évidemment avec des moyens qui sont décuplés par rapport à ceux de la Dante, mais il est évident qu'on peut trouver des synergies, des interactions et essayer de mettre en place des opérations conjointes et des formes de partenariat. Bon, tout ça, c'est des choses
Moi, je vous avouerai que cette première année, pour moi, c'était un peu une prise de contact. Bien sûr. De voir comment ce qu'on pouvait faire avec cet outil, comment il fonctionnait, comment il s'insérait justement dans ce dispositif italien important. Et bon, on va effectivement essayer de pousser encore cette réflexion dans l'année qui s'ouvre. Mais je trouve que d'une façon générale, le dispositif institutionnel italien à Paris est vraiment très très présent et efficace. En tout cas, vous pouvez compter, je dis vous en tant que Dante Alighieri, vous pouvez compter sur la collaboration de l'Italie en direct, qui n'est pas une grande structure, mais enfin, nous essayons toujours d'enregistrer, de diffuser les principaux événements, et c'est vraiment un travail de concert, quoi. Et ça c'est très important, parce qu'effectivement, là, on touche alors non plus la création proprement dite, mais le travail de communication, de diffusion à l'égard du public le plus large possible, du public français. Et je veux dire, un outil comme ça est vraiment très très précieux dans ce genre d'écosystème. Hein. Si je regarde ce qu'est le dispositif culturel français à Rome, c'est vrai que Rome c'est aussi... Oui, on est quand même bien loti également. Mais on a Francia, une France en direct qui soit un peu l'équivalent de ce que vous faites à Paris. Mais bon, c'est vrai qu'à Rome, on a un très riche dispositif. Je crois que c'est dans notre réseau diplomatique, c'est le plus important dans le monde. Il y a aussi, depuis quelque temps, c'est très intéressant pour la Dante Alighieri, ce site internet, ce site web qui est très très fréquenté, qui s'appelle l'Italie à Paris. Et alors, eux, ils sont plutôt orientés sur le culturel, bien sûr, mais par exemple sur la gastronomie, sur les produits italiens, etc. Mais enfin, quand même, il y a une sorte de petit guide permanent des spectacles italiens, des choses qu'il veut. Et alors, depuis quelque temps, l'Italie à Paris publie régulièrement, à chaque fois qu'il y a une manifestation, une conférence, quelque chose de la Dante Alighieri, il publie quelques jours avant un article, n'est-ce pas, pour rendre compte de ça et pour le signaler à leur public. Donc ça aussi c'est important. Bien sûr. Parce que, oui, c'est également comme ils ont plusieurs centaines c'est un vecteur de communication important. Et puis, là encore, compte tenu de l'énorme développement des initiatives. Alors je pense par exemple, là on vient d'avoir le festival italien à Paris, il y a la Settimana della Lingua Italiana. Il va y avoir la semaine de la cuisine italienne. Alors la semaine de la cuisine italienne, alors je ne sais pas si la culture a annexé la cuisine ou si c'est l'inverse qui va se passer, mais c'est bien en tout cas de créer ce télescopage entre ces deux types d'activités et de montrer qu'effectivement la cuisine n'est pas, loin de là, complètement détachée de la culture. Non, absolument. Voilà. Bon, écoutez, moi, il me reste à vous souhaiter tout le bien possible pour la poursuite de votre mission à la tête de la Dante Alighieri. Et puis, nous aurons certainement l'occasion de nous revoir. En tout cas, vous aurez l'occasion de comparaître dans nos vidéos, parce qu'on enregistre la plupart des conférences ou tables rondes organisées par la Dante Alighieri. Et donc, voilà. Très bien. Eh bien, merci, cher Paolo, de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer, de faire part de mon expérience. Et puis, je suis très optimiste pour la suite des choses. Voilà. Merci.